3/4 des décès dans le monde sont dus à des maladies chroniques. Cancer, cardiovasculaire, neurodégénératif, diabète. Donc c'est des maladies où tu fais un cancer à 72 ans et ça fait 30 ans qu'il se développe. Plus on a un potentiel musculaire élevé, plus mieux on vieillit. Mieux on vieillit parce qu'en fait il y a une diminution de nos capacités physiques, cognitives, émotionnelles qui est normale en fait. La vie c'est aussi le déclin vers la mort, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est une façon à travers cet atelier de respiration, de connexion aux autres, d'exposition au froid, c'est une façon de se sentir en vie, de se sentir vivant et on a quand même beaucoup de chance. Bienvenue dans Corps et Conscience. Aujourd'hui, nous recevons un expert de la résilience. Nous avons l'honneur d'accueillir Vincent Pacton. Vincent est kiné, a soigné des athlètes de haut niveau au RC Toulonnais, mais aussi dans le MMA, et par la suite est devenu instructeur Wim Hof et s'est intéressé à la préparation mentale et à la micronutrition. Bienvenue Vincent, ça me fait très plaisir de pouvoir t'accueillir. Est-ce que tu es prêt à nous partager tes conseils en santé et longévité ? Bien sûr, merci pour l'invitation Benjamin, c'est un plaisir, on va échanger autour de tout ça. Ouais, carrément. Toi, tu as l'habitude d'être de l'autre côté du micro avec ton podcast 1000%. Aujourd'hui, donc, tu es là pour nous partager un petit peu tes conseils, nous partager ta vision des choses. Donc, toi, tu as commencé comme kiné, tu as commencé à soigner des athlètes, donc RC Toulonnais donc, avec du rugby, puis le MMA. Qu'est-ce qui, pour toi, était important dans ce parcours-là, dans cette vision-là, et qu'est-ce qui revient en termes de blessures dans ces sports, et qu'est-ce que tu as pu voir ? Ouais, c'est vraiment l'exigence, hein, tu vois, du haut niveau. Pour être tout à fait honnête, au RCT, j'étais vraiment un jeune kiné, donc étudiant et sur ma première année professionnelle. Donc tu faisais les cafés ou... Je faisais les cafés et j'étais surtout masseur et étireur. Tu vois, c'était vraiment sur le repos. Là, toute la prépa était vraiment divisée. Il y avait le coin récupération et vraiment le coin prépa. Et c'était magnifique parce que ils ont été triple champions d'Europe. C'était vraiment la grosse équipe. Donc, j'ai été confronté à des vraies stars qui ont une exigence du haut niveau. Et après, j'ai pu travailler dans les sports de combat. Et là, j'ai vraiment apprécié de travailler avec les combattants parce qu'ils sont force de travail, tu vois. Et donc, ils ont une capacité d'emmagasiner une charge de travail qui m'a vraiment surpris. Et donc, c'était un plaisir de pouvoir distiller les quelques conseils que je pouvais donner aux combattants parce que derrière, ils appliquaient. Et c'était vraiment c'est le combat, même au travail de tous les jours, quoi. Génial, incroyable. Donc, sur la partie MMA, tu as travaillé avec quelle organisation ? Est-ce que c'était une organisation en particulier ou tu tournais avec les différentes organisations ? C'était surtout au Mamoudi Gym. En fait, j'ai suivi Nicolas Haute, qui est maintenant head of coach de Nassour, de Benoît Saint-Denis. Et donc, c'était vraiment... moi, j'ai fait mon DU de prépa physique, donc j'ai appris la prépa physique avec Nicolas Haute. Et je sais pas si tu vois qui c'est sur les réseaux, il s'appelle Smart Fight. Et donc, tout est dans le texte, hein. C'est vraiment très intelligent, très focus à l'américaine. Et donc, ouais, c'était un plaisir de travailler avec Nico. Il m'a vraiment beaucoup appris sur la prépa. Et moi, j'étais le versant kiné de sport. Et donc, que ce soit dans le rugby ou dans le MMA, c'est vraiment tout ce qui est traumatisant. C'est du combat, hein. Le rugby, ça va être un sport collectif de combat. Et le MMA, le striking en Muay Thai ou en kickboxing, c'était aussi toutes les pathologies qui étaient liées au traumatisme. Ok, donc beaucoup de blessures liées à des chocs, liées au plaquage et autres chocs qu'on a en rugby. Après, striking, donc la partie frappe du MMA. Et donc, toi, tu travaillais au profit d'un club privé, donc pas une organisation de combat, c'était un club d'entraînement. Et tu soignais du coup que les athlètes de ce club. De ce club, ouais. Et donc, les combattants, tu sais, ils se tiennent prêts pour avoir des matchs, des opportunités. Donc, vraiment, Nico, lui, son truc, c'était plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être prêt à n'importe quelle éventualité. C'est assez ingrat, quand même, les sports de combat pour avoir l'opportunité. Parfois, il y a un combat qui se présente en short notice, il faut être prêt en 15 jours, en un mois. Et donc, c'était vraiment cette vibe de gens qui sont prêts toute l'année. Et donc, c'était des préparations physiques qui n'étaient pas avec des gros focus, mais c'était plutôt ondulatoire, toujours en train de travailler avec 2 entraînements par jour. Donc c'était vraiment super enrichissant comme expérience. Et c'était des combattants. Donc, il y en avait Alexis Nicolas, qui a été le premier champion en One FC. Donc, c'est l'équivalent de l'UFC asiatique. On avait Elias Mahmoudi. On a eu aussi les frères Bouganem.
il y avait quelques combattants MMA comme Baki ou Ramzan. Et donc, c'était vraiment incroyable de me confronter à ça, alors que moi, j'étais pas du tout dans les sports de combat à la base. Je suis plutôt autour d'un ballon ou d'une balle voilà. Super. Ouais, je comprends carrément ce que tu veux dire sur la partie préparation toute l'année, être prêt toute l'année. Moi, je suis passé du water-polo où on préparait une saison et globalement, en début de saison, c'était des matchs moins importants. On faisait beaucoup de prépa physique, de PPL classique au début et après, on allait sur du spécifique, sur de l'explosivité pure sur la fin, puis on se rapprochait des grosses échéances. Et après, je suis passé au sport de combat et donc pas mal de boxe anglaise et avant ça, le MMA. Et en boxe anglaise, en fait, en amateur, c'est encore pire que ça parce qu'on peut nous appeler à 2 jours d'un combat pour nous dire bon, bah, est-ce que tu veux combattre? Sauf que moi, j'étais enfin, j'étais jamais au poids. Il fallait que je descende, il me fallait 3-4 jours pour descendre. Donc, ça le faisait pas. Et dans tous les cas, la boxe anglaise en France, faut un peu oublier les combats, quoi. En amateur, c'est impossible. Depuis qu'il y a le MMA, il n'y a pas de combat et c'est un sport encore plus ingrat. Oui. Donc, toi, là-dessus, tu avais un cabinet au sein du club ou c'était. Non, c'était vraiment, je venais consulter 2-3 jours dans la semaine. Ok. Moi, l'idée, c'était d'apprendre la préparation physique. Donc, jeune préparateur physique, mais c'était aussi d'ouvrir sur la conscience des combattants qui étaient disponibles, sur la prise de conscience de leur santé, de leur corps, venir faire des travails qui vont être un petit peu holistiques, où on allait travailler la mobilité, travail de proprioception, travail de schéma moteur. C'était vraiment pour ouvrir un petit peu tout ça, avec toute la phase récup, de kiné du sport autour des blessures qu'on pouvait rencontrer. Super. Et pour toi, c'est quoi les points clés qui sont importants pour éviter des blessures que tu as pu voir et que tu conseilles en général? Et ben, c'est d'être conscient, tu vois. On parlait de Peter Attia, qui est un docteur aux États-Unis qui parle de longévité, et l'activité physique est au centre de sa conception de la santé et de la longévité. C'est une façon de se mettre en mouvement pour sa santé, de se rendre actif. Et je pense qu'il est important. Là, on sort un petit peu du haut niveau, hein. Dès qu'il y a de la performance, on s'extrait de la santé, par définition. Oui. Mais pour les gens qui nous écoutent, pour les gens comme toi et moi, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à être très global dans sa préparation physique. C'est-à-dire d'avoir une capacité de travail sur l'endurance fondamentale pour venir travailler son cœur sur des basses fréquences. Au contraire, travailler son cœur sur des fréquences qui sont élevées, donc de la puissance cardiaque. Donc ça, c'est les 2 gros piliers au niveau du système cardiovasculaire. Et puis après, au niveau neuromusculaire, d'avoir un vrai travail de force, donc se déplacer en salle. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont déjà leur abonnement en salle, on peut les féliciter. C'est vraiment une manière incroyable de se créer une armure, quoi, avoir un exosquelette pour protéger nos structures, protéger nos articulations, élever notre masse musculaire et notre force, qui est très liée à notre longévité. Et puis derrière, il appelle le 4e pilier la stabilité, mais c'est un pilier fourre-tout où on va développer nos schémas moteurs, faire du yoga, de l'assouplissement, du contrôle moteur, de la mobilité, voire de la respiration ou n'importe quelle discipline qu'on pourrait rajouter pour augmenter le spectre de mouvement. Carrément. Ouais, donc avoir une approche vraiment complète, une approche holistique qui permet de venir travailler chacun des points qui permet au corps de bien fonctionner. Et sur la partie force, évidemment, je te suis à 100%. Maintenant, sur la partie salle, attention, tu vas faire peur à ceux qui détestent la salle ou qui n'ont pas forcément envie d'y aller. Je considère qu'on peut faire énormément à la maison et qu'on peut quasiment tout faire à la maison. Alors évidemment, on est limité sur certains mouvements. Par exemple, pour travailler tout ce qui va être le dos, c'est clair que c'est plus compliqué, que c'est plus difficile. Avec un peu de matériel, élastique, kettlebell, on s'en sort quand même bien à la maison. Sans matériel, les tractions australiennes sur une table ne suffisent pas pour avoir un schéma de renforcement complet. Et après, sur la stabilité, évidemment, c'est super important. Et tu n'as pas abordé donc, toutes les questions de nutrition, sommeil, on les a abordées dans pas mal d'autres vidéos avec des personnes dont c'est vraiment le sujet. Ces points-là, évidemment, rentrent aussi en compte dans la partie santé, dans la partie blessure. Un sportif de haut niveau, il dort pas mal, il fait attention à tout sur sa partie nutrition. Et toi, donc plus récemment, tu t'es formé comme instructeur Wim Hof. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Est-ce que c'était dans le cadre justement d'améliorer ta connaissance, ta conscience des mouvements pour mieux aider les athlètes que tu pouvais avoir?
Je pense que je me considère comme un explorateur du vivant, tu vois. Ça me fascine. Toi comme moi, on est en vie, c'est un truc de fou. Et donc, d'être kiné, j'étais déjà très proche du corps humain. La prépa physique m'a permis de prendre conscience de sortir de la santé et d'aller chercher la performance. Donc, tu vois, le concept de force, tu vois, on pourra peut-être en revenir plus tard, mais moi, la musculation, je suis devenu préparateur physique sans m'être moi-même préparé et j'avais même pas d'abonnement dans une salle, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'avance, tu vois, je l'expérimente sur moi-même et en fait, je pars à Cape Town, je pars en Afrique du Sud et je découvre en fait toute une communauté de Sud-Africains qui se baignent le matin dans une eau à 8 degrés. Et donc, il y a vraiment tout ce lifestyle autour du bien-être. Je fais mon sport, je vais faire mon bain froid et puis je bois un café avec les copains, je sociabilise et puis après, je vais travailler. Et donc, j'ai pris ça à bras-le-corps, j'ai adoré. J'ai fait ça pendant 6 mois et quand je suis revenu en France, j'ai découvert le concept de la méthode Wim Hof qui est une méthode qui était pour moi très axée froid. Et en fait, il y a un pilier de respiration, il y a un pilier de mindset, il y a un pilier de froid. Et même tout en haut de la méthode, ce serait love and connection. C'est en fait à travers la respiration, à travers la façon dont je place mon attention mentale, à travers l'exposition au froid, je vais me reconnecter à moi-même, je vais m'aimer moi-même et je vais aussi me connecter aux autres, expérimenter une expérience forte avec les autres. Et donc, ouais, c'est une méthode qui est exceptionnelle. Et comment... Alors, déjà, première question, comment ça se fait que l'eau à Cape Town, en Afrique du Sud, soit à 8 degrés? J'en sais rien. Ok. Mais elle est froide. Parce qu'à l'extérieur, il fait chaud. Ouais, Même, il fait chaud l'été, ouais. Et, comme c'est l'hiver, comme c'est le sud oui, c'est inversé. de l'Atlantique, tu vois. Du coup, l'eau est très froide et tu vois, la péninsule de Cape Town, elle sépare l'océan Atlantique de l'océan Indien. Oui, donc il y a des courants et tu passes d'une eau à 8 degrés et l'océan Indien est à 20-25 degrés, tu vois, en quelques kilomètres. Mais à l'extérieur, en hiver, donc l'été pour nous, Ouais. il fait quoi? Il fait 20 degrés ou Ah, il fait moins? 30 degrés, ouais. Ah, il fait 30 degrés. en hiver? Ouais. Ok. Donc en hiver, mais en été. Oui, enfin en juillet en Afrique du Sud, il fait. Ah non, non. Il fait Leur combien? hiver à eux, il fait froid. C'est comme nous dans le sud, c'est un hiver normal. Il fait 10 degrés? Ouais. Ok. Je pense qu'il Et, va beaucoup chaud. Ouais, donc. c'est vraiment là où j'ai découvert le froid. Et le fait de m'exposer dans le froid m'a amené des bénéfices physiques, physiologiques, où je me suis vraiment senti très fort. Donc il y a un ensemble d'effets disponibles. Mais c'est surtout dans ma tête, tu vois. Tu me disais pourquoi tu es devenu instructeur Wim Hof. C'est que je pense que j'ai entrouvert un autre monde qui est d'intention mentale, de force mentale, d'état méditatif, voire de spiritualité, tu vois. Et donc, j'ai expérimenté à chaque fois, pendant des heures après mes bains froids, t'es un calme psychologique, comme si je me recentrais, comme si j'étais vraiment présent, tu vois. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment bluffé. Et comment est-ce que ça s'est passé pour toi de devenir instructeur Wim Hof? T'as fait un premier stage et derrière ou... Ouais, je rentre en France et je vois qu'il y a un week-end Wim Hof, 3 jours après que je rentre en France. Ok. Et donc, j'harcèle Léandre qui organise le week-end. Il me fait rentrer, c'était complet, mais il me fait quand même rentrer. Et là, je découvre que c'est déjà pas que du froid. Parce que pour moi, Wim Hof, on l'appelle le Iceman. Donc, pour me donner un peu de contexte, c'est un Hollandais qui gravit l'Everest en short, qui reste 2 heures dans un bac de glace. Enfin, tu vois, c'est vraiment le Iceman. Et pour moi, c'était vraiment très connecté au froid. Pour l'Everest, il s'est arrêté à 7500 mètres, quelque chose comme ça, parce qu'il commençait à avoir des petites engelures. En short, c'est pas mal. En short et sandales. Ouais. Donc, il a une trentaine de records du monde dans le froid et aussi dans le chaud. Tu vois, il a traversé le désert aussi de Namibie en courant. Enfin bref. Et tout ça pour montrer que la méthode, c'est plus une continuité d'exploration de soi-même à travers la respiration, à travers l'intention mentale, l'état méditatif et à travers le froid. Et c'est ce que je découvre, tu vois. Et donc, je fais ma première respiration. Donc, c'est une technique de respiration. On alterne des moments d'hyperventilation et des moments d'apnée. Et on le partage en groupe. Et je sais pas si tu as déjà pratiqué un breathwork, mais moi, ça m'a complètement bouleversé, tu vois. Et là, souvent, c'est des moments de... soit on peut partir à avoir un état de conscience modifié, ou tu peux aussi avoir des clairvoyances, tu vois. Souvent, j'ai des retours de... je me posais une question sur ce problème-là, et en faisant cette respiration, j'ai eu l'idée comment résoudre ce problème. Et ben moi, j'ai décidé de devenir instructeur parce que je me suis dit, OK,
de tout ce que j'ai appris, j'ai dû peut-être apprendre une dizaine, quinzaine de concepts à travers la kiné du sport et la prépa physique. Mais là, quand j'ai découvert la respiration, je me suis dit, c'est la chose la plus belle, la plus juste. Et il faut que je le transmette au plus grand nombre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et derrière, tu as suivi donc, ce week-end de 3 jours. Ouais, Et derrière, après, on est parti en Pologne. Et sur une semaine, donc, c'est une semaine pour devenir instructeur. Donc, tu passes des examens. Tu as un cours en ligne, tu as 2 cours en ligne, tu as des examens écrits quand tu arrives. Et puis après, tu as une semaine où on s'est exploré nous-mêmes dans des eaux, des cascades polonaises à 2 degrés. On a fait aussi des respirations très intenses. Tu vois, on a vraiment poussé le curseur pour nous-mêmes, pour notre exploration. Il y avait 35 personnes à travers le monde, des Philippins, des Américains, des Espagnols, c'était incroyable. Et donc vraiment, on a poussé le curseur pour nous-mêmes. Et en même temps, c'est le moment où on nous dit comment instruire la méthode, comment la partager pour que le message soit bien passé et pour que les gens repartent à travers l'atelier, d'avoir vécu une vraie expérience pour soi-même. Mais aussi, ce qui est beau dans la méthode Wim Hof, c'est que c'est des méthodes que tu peux embarquer dans ton quotidien. Et donc, tu peux rentrer ça dans des routines bien-être qui sont au centre du sujet. Pour se faire du bien, c'est d'avoir des routines où on peut rajouter une douche froide, où on peut rajouter des exercices de respiration. Et donc, voilà. Génial. Donc, aujourd'hui, tu continues de pratiquer ces exercices et de te servir de cette méthode-là. Ouais, alors moi... comme je te dis, je suis un explorateur, donc je suis revenu de Cape Town, je suis devenu instructeur. J'ai mis un bain froid sur mon balcon et j'ai passé l'hiver à Paris l'année dernière avec ce bain froid. Je l'ai utilisé tous les jours pour voir ce que ça fait. Alors, les bains froids, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a les bains froids où il faut avoir un grand bac à glaçons et on met des glaçons tous les matins. Ouais. Et après, il y a les bains froids électriques qu'on branche et qui ont un condensateur qui refroidit de lui-même. Ça c'est génial, mais c'est un plus gros investissement. Ouais. Donc toi, tu avais quel bain froid et comment? Et moi, j'avais le bain classique, sauf que j'ai utilisé l'hiver. Ouais. Et donc, l'eau, quand elle reste à 5 degrés tout l'hiver, oui, tu l'ouvres la nuit et la journée, tu le couvres pour garder le... donc, j'ai utilisé l'hiver et c'était vraiment une belle façon de passer l'hiver. Généralement, moi, je suis un sudiste comme toi, donc... l'hiver, c'est pas trop ma tasse de thé. Et là, depuis que j'ai découvert le froid, je suis assez content d'utiliser le froid. Dès que j'en ai l'occasion, je vais faire une course pas trop couvert ou si je peux faire une douche froide, si je peux me baigner dans la mer. Enfin, dès que j'ai l'occasion, tu vois. Okay. Et donc, j'ai passé cette année à m'exposer dans le bain froid tout l'hiver. Et vraiment, c'est vraiment, je pense, le meilleur médicament du monde. Hein. C'est de faire l'effort de s'exposer, c'est créer des stimulations qui poussent ton corps à surcompenser. Donc vraiment, je me sentais fort. Et aussi dans ta tête, tu vois. Donc dès que tu croises un virus, parce qu'en l'hiver, c'est la période des maladies, je pense que dans ma tête, et physiquement et dans ma tête, j'y avais pas la place. Le virus, la bactérie, elle pouvait pas s'installer. Et donc, c'était vraiment très enrichissant. Génial. Et je me pose juste une petite question. Donc, instructeur Wim Hof, c'est une certification, mais qui n'a pas vraiment de valeur légale en France. Non. Pour encadrer ce type de stage-là en France, la France est très procédurière quand même, très administrative. Est-ce qu'un diplôme de coach sportif permet de faire ça? Quel est le cadre légal qui permet d'organiser un stage de ce type-là en France? Le cadre légal, c'est d'avoir une assurance, tu vois. Ouais, l'assurance, c'est les gens signent un papier. Quelle activité de coaching. Là, on dépasse le stade de l'université, tu vois. Ou de n'importe quel diplôme qui est reconnu par l'État. C'est plus des concepts qui sont internationaux. Où là, en fait, d'avoir une certification. Moi, je suis pas trop procédurier ou dans tout ça. Je pense qu'il y a des concepts, des certifications qui ont pas trop de sens parce qu'on n'a pas un diplôme d'État. Mais en fait, tu apprends tellement de choses derrière. Tu vois, il y a des concepts qui sont magnifiques. Et donc juste, tu deviens instructeur. Et puis après, tu partages le message. On essaye de partager chacun à notre façon, bien sûr. Tu vois, on n'est jamais les mêmes instructeurs. C'est jamais la même expérience proposée. Moi, je parle beaucoup de l'amour. Je parle beaucoup de l'amour de la vie. Le fait qu'on soit tous en vie, tu vois, c'est une façon, à travers cet atelier de respiration, de connexion aux autres, d'exposition au froid, c'est une façon de se sentir en vie, de se sentir vivant. Et on a quand même beaucoup de chance. Trop bien. Incroyable. Et donc après ça, là, depuis quelques temps, tu t'es lancé dans la micronutrition aussi. Tu as passé un DU de micronutrition. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire
qu'il fallait aussi t'intéresser à la micronutrition et qu'aujourd'hui, il te manquait cette base de compétences? Donc, je suis parti à Cape Town parce que j'ai lu le bouquin de Peter Attia T'es parti en quelle année à Cape Town? il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ok. Et donc, juste avant de partir, on m'offre le livre de Peter Attia. Donc, c'est un livre sur la longévité et sur la santé du futur qui est lié au mode de vie. En fait, ce qu'il décrit, c'est incroyable. C'est en fait, actuellement, 3/4 des décès dans le monde sont dus à des maladies chroniques. Cancer, cardiovasculaire, neurodégénératif, diabète. Donc, c'est des maladies où tu fais un cancer à 72 ans, mais ça fait 30 ans qu'il se développe. Et donc, nous, on a une médecine qui est interventionniste, qui est magnifique, qui a prolongé l'espérance de vie, mais qui, historiquement, intervenait sur des accidents ou sur des infections. Et là, ce qu'il propose, c'est que pour combattre, en fait, ces maladies chroniques qui tuent l'homme actuellement, c'est d'être chroniquement, nous-mêmes, proactifs dans notre santé. Et donc, c'est de se rendre compte qu'on peut devenir maître de notre santé à travers notre mode de vie, à travers le sommeil, à travers la nutrition, à travers l'activité physique et notre façon d'appréhender la vie et le stress, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je pars à Cape Town, c'est pour ça que je deviens instructeur Wim Hof. Et entre-temps, je développe le podcast 1000% avec mes amis Alexandre et Pierre. Et je suis dans un réacteur à connaissances, tu vois. Toutes les semaines, maintenant, 2 fois par semaine, je reçois des experts en sport, santé, nutrition et plus encore. Et donc, l'objectif, c'est d'être à 1000%, tu vois. Et donc, j'ai vraiment envie de partager cette santé du mode de vie qui est pour moi la médecine du futur. Et c'est ça ma force, j'ai envie de la partager. Et je vois que je suis professionnel du corps humain, de la santé à la performance. J'ai des bonnes notions. J'avais déjà fait des e-learning sur le sommeil. J'apprends beaucoup à travers le podcast. Mais il manquait l'aspect nutrition, tu vois. Et donc, au fur et à mesure, je découvre cette médecine fonctionnelle qui est une médecine qui prend le patient et l'individu dans son entièreté. Et donc, on me propose de faire le DU MAPS, qui est un des meilleurs DU en micronutrition en Europe, dirigé par le professeur Castronovo. Et là, j'apprends un truc de fou, quoi. Je change complètement de domaine. Je me surprends à devenir un professionnel de complémentation, alors qu'à la base, si je suis vraiment honnête, avant le podcast et avant tout ce que j'ai appris dans le DU, les compléments, je pensais que c'était un peu le truc à la mode. Et en fait, j'apprends cette santé de la personnalisation. Ça, c'est vraiment mon essence même. C'est d'être ultra personnel sur l'approche du sommeil, sur l'alimentation, sur l'activité physique. Et je crois que les analyses en micronutrition ouvrent le spectre pour vraiment découvrir ta santé et l'environnement interne de ta santé. Ouais, c'est fondamental, ça. Personnaliser. Ouais. C'est juste essentiel. Et en fait, il y a quelques années, on ne comprenait pas encore à quel point, et beaucoup de personnes se contentaient de faire des choses de manière générique, mais on est tous différents et on a tous des fonctionnements, des choses qui vont varier, qui sont plus ou moins importantes. Et la base, les fondamentaux sont à peu près les mêmes pour tous, mais au sein de ces fondamentaux, il y a des choses à prendre en compte. Et après, on a des personnes qui vont se coucher plus ou moins tard, et des choses qui vont changer d'une personne à l'autre. Donc évidemment, ça joue énormément. Donc toi, tu te lances à fond là-dedans. Ouais. Tu deviens donc spécialiste en plus de la micronutrition, et aujourd'hui tu as ces 3 casquettes, donc sport de base avec la kinésithérapie, ensuite la partie mentale avec Wim Hof, et après la micronutrition. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et puis j'ai le podcast, tu vois. Ouais. Et en fait, le podcast, c'est des cours. Ouais, le podcast, c'est des cours. En fait, pourquoi on fait ça? C'est avec mes potes, on a décidé d'apprendre. En fait, c'est un projet qui est d'abord perso, et puis après qui est altruiste, parce que on donne ça à ceux qui veulent bien l'entendre. Et je crois qu'on reçoit des experts de très très haut niveau. Et chaque semaine, j'ai 2 épisodes. Il faut un jour que je sois face à un expert du cétogène, un autre jour un professeur sur le sommeil. Derrière, j'ai un préparateur physique. Enfin, tu vois. Faut que je sois prêt. Et donc, on apprend beaucoup. Et donc, tout ce que j'apprends, j'essaie de le mettre dans mon mode de vie, tu vois. Donc, mon mode de vie, il a complètement changé. En 3 ans, j'ai peut-être un mode de vie d'extraterrestre, tu vois, pour certains, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est cette santé du mode de vie, c'est une façon de s'explorer soi-même, de découvrir qu'est-ce qui marche chez moi, en fait. Pourquoi je dors bien? Parce que je m'expose moins aux lumières le soir, ou au contraire, j'ai décalé mon réveil. Tout le monde est différent, tu vois. Et moi, j'ai essayé des choses qui ont pas fonctionné chez moi. Mais c'est pas très grave, j'ai envie de te dire. C'est plutôt le chemin qui compte.
comment je peux découvrir ma façon de dormir, comment je peux découvrir ma façon de manger, qu'est-ce qui me convient au sport. Et en fait, c'est comme ça, je vois le mode de vie comme un entraînement. Je m'entraîne à bien dormir, je m'entraîne à faire du sport, mais je m'entraîne aussi à cuisiner, à bien choisir mes produits, tu vois, c'est être progressif, on a le temps. Mais je pense que l'urgence, par contre, c'est la vraie urgence, c'est la prise de conscience qu'on peut devenir maître de notre santé rien qu'avec nos piliers du mode de vie. Mmh. Et carrément, je te suis à fond là-dessus. Et malheureusement, en France, les gens ont souvent tendance à être passifs dans l'attente de la santé et considérer que la santé, on s'en occupe quand on est malade, qu'on a des soucis et que sinon, bah, y a rien à faire, que tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Et après, par rapport au mode de vie, ça me fait rire parce que toi, tu te considères comme un extraterrestre. Ma copine dit que je suis un robot et que je suis cadré, que tout doit être très rythmé. Bon, après, moi, j'ai le côté, j'étais officier dans l'armée de terre, donc je suis habitué à un rythme de vie assez organisé, à avoir des horaires, à avoir cette organisation-là. Mais c'est cette organisation-là quotidienne qui est quasiment toujours la même, qui me permet en fait d'être bien. Quand je suis en déplacement, que je change mon mode de vie, bah, forcément, tout de suite, je le sens, je suis moins énergique et tout. Et en fait, à être très structuré dans mes journées, c'est vraiment ce qui, moi, me permet de me sentir bien. Et c'est fondamental pour tout le monde de trouver cette structure-là qui permet de s'épanouir. Donc, toi, tu as beaucoup évolué à travers les podcasts, à travers tout ce que tu as appris. C'est quoi les points fondamentaux qui t'ont permis d'évoluer le mieux possible? Les 3 points, par exemple, qui t'ont le plus marqué, qui ont fait le plus de changements? Ouais, le fameux top 3. Le top 3. Je le demande toutes les semaines à mes invités. Et c'est dur, tu vois. C'est dur. Carrément. C'est dur. Je pense que vraiment, moi, je vois le sommeil vraiment comme l'axe le transversal, tu vois. Je pense qu'on a tous vécu des nuits blanches. Mm. Et on a tous été irritables, pas en forme, pas en vie. Donc vraiment, le fait de prendre le contrôle de son sommeil, parce que tout le monde sait qu'on doit bien dormir. Mais très peu de personnes comprennent qu'il y a un champ d'action énorme pour optimiser son sommeil. La compréhension même du sommeil, tu vois, comment ça marche, qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc, si j'avais un conseil, c'est vraiment l'hygiène du sommeil. Et je pense que tu en parles, tu vois, c'est la mise en place de routines du matin et du soir qui sont, au fur et à mesure, on va pouvoir vraiment trouver qu'est-ce qui nous convient pour faire en sorte d'avoir un espèce de 80-20 ou 80% de ma semaine, j'essaye d'avoir un sommeil qui est cadré, qui est de bonne qualité pour être en énergie dans mes journées parce que l'objectif, c'est d'être en énergie la journée et le soir d'être fatigué, tu vois. Et donc, je pense que voilà, c'est d'essayer de trouver un rythme de sommeil, des routines du matin, du soir, pour avoir cette régularité. Après, je vais te faire les 3 piliers, du coup, sur la nutrition, il y a plein de trucs. C'est de prendre conscience que, en fait, ce que vous mangez, on peut très très bien manger et en fait avoir à la fin le nutriment qui arrive à la fin sur vos cellules, donc vraiment sur site, peut être impacté de toute la chaîne de consommation. Donc ça, c'est un truc, je sais pas si je te viens te chercher sur ça, mais c'est la qualité du produit, donc comment ça a été cultivé, d'où ça vient, de connaître son boucher, de connaître son maraîcher, de s'assurer de l'origine du produit. Puis après, comment ça a été conservé. La conservation de vos produits va venir impacter aussi la qualité du produit, de la viande, de vos légumes. Puis après, comment vous la cuisez. Est-ce que c'est à la poêle? Est-ce que c'est à la friteuse? Est-ce que c'est au four, à la vapeur? Moi, j'adore la vapeur. J'aurais dit ça il y a 15 ans, j'aurais halluciné, tu vois, mais j'adore la vapeur, tu vois, et surtout le vitaliseur de Marion Kaplan. Le vitaliseur de Marion? De Marion Kaplan, ouais. Alors, c'est une cuisson à vapeur où elle a fait quelque chose en inox avec un dôme qui te garantit une cuisson douce. Okay. Donc, ouais, moi, j'utilise ça. Je suppose Super. que d'autres cuissons vapeur sont aussi intéressantes, mais c'est des cuissons douces qui vont préserver en fait la qualité de vos aliments et de vos nutriments. Et puis, c'est aussi de se faire plaisir à manger, à cuisiner, tu vois, et prendre du temps à cuisiner, tu vois, parce que si on veut devenir maître de notre santé, ça passe du temps à se faire du bien pour dormir, ça passe du temps à cuisiner. Et puis après, l'activité physique, bien sûr. Je pense que la musculation, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, on a tout à la maison. Je pense que la démarche de se prendre un abonnement pour aller à la salle de sport
et d'essayer de comprendre la science de l'entraînement liée à la musculation, l'objectif, c'est d'avoir une armure. Parce que plus on a un potentiel musculaire élevé, plus Mieux on vieillit. mieux on vieillit. Parce qu'en fait, il y a une diminution de nos capacités physiques, Complètement. cognitives, émotionnelles qui est normale. En fait, Mm. la vie, c'est aussi le déclin vers la mort. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Mais plus vous allez augmenter votre potentiel physique, plus vous allez pouvoir diminuer cette chute de votre capacité physique. Et je pense que aller à la musculation et se créer une armure, augmenter notre masse musculaire, ça, c'est un vrai tips. Je sais pas si j'étais bon sur le top 3, mais j'ai dû faire un top 100, ouais, mais... Après, tout conseil va pouvoir changer la vie d'une personne et il y a tellement de choses à faire dans une vie, tellement de choses à faire sur la physiologie, sur le mental. Un humain est complexe, donc forcément, il y a plein de choses qu'on peut dire et c'est toujours difficile de faire un top 3. Donc, je te suis à 100% là-dessus. Maintenant, très intéressant ce que tu as dit sur la dégradation des aliments et qu'un aliment n'est pas bon ou mauvais, que en fait, ce qui va aussi compter, c'est ce qu'on a dans l'assiette. Et un exemple que je donne souvent, moi, c'est sur les légumes. Les légumes, on se dit souvent, c'est riche en vitamines. Oui, mais ça dépend d'où ils viennent, de comment ils ont été conservés. Et j'ai tendance à recommander les légumes surgelés, que je trouve beaucoup plus simples à consommer, qui vont pouvoir garder des vitamines. Maintenant, c'est des légumes qui, de base, sont moins intéressants que des légumes du maraîcher du coin, sauf que en temps de conservation, on aura moins de pertes de vitamines. Et après, sur la viande, moi, je prends des viandes plein air si possible, mais le bio, c'est vrai que ça coûte cher en France quand même. Et la viande au bio, c'est compliqué. La viande bio, c'est compliqué. Par contre, sur les œufs, ça je le dis et je le répète, les œufs bio, prenez des œufs bio tout le temps. Même si c'est 0,52 € l'œuf, face à 10 centimes l'œuf, oui, c'est 5 fois plus cher, mais l'œuf bio, il sera quand même beaucoup plus intéressant. Et ensuite, sur la partie musculation, évidemment, en salle, on fait beaucoup plus, on fait beaucoup mieux. Mais combien de personnes ont un abonnement en salle pour ne jamais y aller et en fait, vivent le fait d'aller à la salle comme une contrainte? Bon, moi, aujourd'hui, j'ai tendance à recommander ce qui est le plus simple. Donc, en fait, avec les personnes qu'on peut accompagner, on a des personnes qui vont à la salle peut-être 6 fois par semaine. Mais la plupart des personnes qu'on accompagne, c'est 3 séances de 20 minutes à la maison. Et en fait, on fait juste 20 minutes, des petits circuits training, mais des circuits training avec de l'intensité musculaire qui permettent d'avoir un développement de protéines musculaires et qui permettent au corps de se développer, de se renforcer. Et ça joue parce qu'en fait, ça, c'est hyper important qu'un changement de mode de vie soit écologique. Si le changement de mode de vie, il faut se taper 30 minutes de voiture, se changer à la salle et se dire, bon, je dois y aller, flemme, voilà, face à je me lève le matin, je fais ma petite séance de 20 minutes, j'ai fait ma séance à fond, je prends ma douche après et je fais ma journée. En fait, c'est ça aussi, c'est dans une vie, on a beaucoup de stress avec la famille, avec le travail, et le but dans les changements de mode de vie qu'on peut adopter, c'est de réussir à les rendre faciles à tenir dans le temps. Et c'est aussi pour ça que la douche froide, ça fait beaucoup débat, parce que J'adore. c'est facile à mettre en place, la douche froide, mais c'est dur psychologiquement Gratuit. au début. Comment ? C'est gratuit. Ouais, carrément. Ça, si on revient sur Wim Hof, c'est la respiration, c'est gratuit, c'est accessible, c'est bénéfique n'importe quel moment, tu vois. Se mettre dans le froid, c'est bénéfique aussi. Je te rejoins sur la musculation. C'est juste que je pense que, tu vois, la science de l'entraînement, elle devrait être enseignée. Tout ce qu'on dit, en fait. À l'école. Non, mais à l'école, non, mais tu vois, moi, mon rêve, c'est de créer cette école de la vie, tu vois. Parce que, en fait, nous, on parle juste de carence de notre système scolaire, des gens qui nous écoutent, en fait. Hein. Mon rêve, c'est d'aller impacter les jeunes générations le plus vite possible, donner conscience, donner les outils pour se faire du bien. Mais tu vois, il y a peut-être un conseil qu'on pourrait donner aussi, c'est, tu vois, ce que tu me dis, tu vois, il faut que ça soit écologique et tout, je comprends. En fait, c'est peut-être aussi faire le point sur les comportements négatifs pour ma santé, et faire de la place, tu vois. Et essayer, pas tout enlever, hein, c'est pas la dictature du bien-être, hein. Mais par contre, voilà, je sais que y a le Kinder, c'est mon truc, je le craque, peut-être si je l'enlève, ça me permet derrière de pouvoir placer un comportement de santé qui va venir compenser. Donc souvent on veut ajouter, mais un bon conseil, c'est ok, faire le point sur qu'est-ce qui est négatif
pour ma santé, juste en être conscient déjà, et puis avancer progressivement. Encore une fois, l'urgence, c'est de se dire que notre santé, c'est le plus bel atout qu'on ait en main. On peut en prendre soin à travers notre mode de vie. On a vraiment un champ d'action exceptionnel euh, pour être en bonne santé, et en plein potentiel de notre énergie pour profiter de la vie. Mais aussi regarder ce qui peut être négatif pour faire de la place avant d'ajouter, quoi. Carrément, à 100%, je te suis là-dessus. Et un petit point que j'ai appris quand j'étais en équipe de water polo quand j'étais jeune, pour changer un comportement, c'est toujours important de pas dire bon, j'essaie d'arrêter, en ce moment j'arrête, mais de dire je n'ai pas ce comportement-là. L'exemple typique, c'est les personnes qui veulent arrêter de fumer. C'est pas je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer, c'est je ne suis pas fumeur. Ou j'étais fumeur, aujourd'hui je suis non fumeur. Et ce changement d'identité, c'est ce qui permet d'avoir un changement de comportement. Parce que ça je l'ai appris après en me formant à la PNL, c'est toujours l'état interne qui va permettre derrière de changer les comportements, ou le level au-dessus, en gros, qui permet de changer ça. Maintenant, pour revenir sur le froid, que tu as appris à maîtriser, j'ai envie de dire, maître du froid. C'est vrai, hein. Quel est l'impact, selon toi, avec ce que tu as appris, du froid sur le vieillissement des cellules musculaires et globalement sur les cellules du corps? Ouais. En fait, tu vois, dans mon DU de micronutrition, j'ai fait du coup un mémoire sur la longévité, tu vois. Et donc, j'ai exploré tous les processus de vieillissement qui sont liés en fait à notre vieillissement. Et, euh, et donc, en fait, tout nous ramène à la mitochondrie. Donc la mitochondrie, c'est en gros la centrale nucléaire de nos cellules, ce qui produit l'énergie, mais c'est aussi ce qui va diriger en fait l'apoptose cellulaire. Donc en fait, juste le fait que nos cellules, si elles sont dysfonctionnelles, la mitochondrie va faire en sorte qu'il y ait une mort cellulaire. Et donc le froid permet en fait ce triage de nos mitochondries et de notre santé cellulaire, parce que en fait, quand on se met dans le froid, nos mitochondries fonctionnelles vont se mettre à envoyer un maximum d'énergie. Donc il y a ce qu'on appelle un découplage, un découplage énergétique. C'est que nos mitochondries peuvent produire l'énergie pour la fonction de la cellule, mais elles peuvent aussi produire de l'énergie juste pour faire de la chaleur, tu vois. Et donc, le fait de s'exposer dans le froid, ça va pousser nos mitochondries à vraiment partir sur ce découplage et avoir un maximum d'intensité. Sauf que ça va mettre en avant aussi les cellules qui ont des mitochondries dysfonctionnelles. Et donc, ça va pousser notre corps à faire une mitophagie. Donc, ça va venir proposer en fait des morts cellulaires, des cellules qui ont des mauvaises mitochondries, pour pousser la division de nos cellules qui ont des bonnes mitochondries, qui ont bien réagi au froid. Et ça, on peut le retrouver aussi à travers l'activité physique, sous forme d'intermittents, qui vont... L'intensité du stimulus, globalement, va venir pousser nos mitochondries à fonctionner à leur maximum et va donner l'indication à notre corps du triage de quelles sont les mitochondries qui sont efficaces et quelles sont les mitochondries qui sont au contraire inefficaces. Donc ça, pour toi, c'est le point central de l'impact du froid, tu dirais? C'est pas il y a vraiment beaucoup de bénéfices physiques, physiologiques, tu vois. Mais je pense que c'est central si on parle de vieillissement. Parce que la mitochondrie, globalement, elle est centrale dans notre vie, comment on expérimente notre vie. Toutes nos cellules, elles ont une fonction. Tes neurones, tes cellules immunitaires, musculaires, elles ont toutes des fonctions différentes. Mais leur production d'énergie, elle est tout le temps reliée à cet organite qui s'appelle la mitochondrie. Donc, je pense que, tu vois, l'inflammation, la glycation, les problèmes d'autophagie, tout ça, ça va être... à chaque fois, ça va se recouper sur nos mitochondries. Et c'est pour reparler d'un autre effet, c'est que c'est clairement anti-inflammatoire, en fait. Le fait de s'exposer dans le froid, tu vois, c'est intuitif. Tu sais que quand tu mets quelque chose dans ton congèle, ça va le conserver. Bon, globalement, on peut l'imaginer pour nous aussi, tu vois. Et donc, ce qui est prouvé à travers la méthode Wim Hof, et à travers les études scientifiques, même si toutes les études qui sont liées au froid, on peut avoir un petit peu de mesure dans ce qu'on propose, parce que il peut y avoir un peu de disparité sur les évidences proposées, parce qu'il n'y a que 10 ans de recul. Il faudrait encore plus de recul, quasi 20, 25 ans, pour vraiment avoir l'objectivité des preuves. Mais ce que moi j'ai appris en tout cas, c'est qu'il y a une modulation
des médiateurs de l'inflammation. Donc globalement, il y a des médiateurs qui vont être pro-inflammatoires, d'autres anti-inflammatoires, ou en tout cas moins inflammatoires. Et cette exposition au froid prolongée et cette pratique de cette exposition au froid va moduler les médiateurs liés à l'inflammation, va être moins pro-inflammatoire et plutôt anti-inflammatoire. Mmh. Carrément. Sur les études, ce que je dis souvent, c'est en termes de nutrition, de santé, en fait, c'est compliqué d'avoir des résultats vraiment probants parce qu'on parle d'un facteur parmi des milliers. Donc déjà, c'est difficile de réussir à isoler un seul facteur. Et ensuite, on réagit un peu différemment. On a du mal à avoir des personnes qu'on va pouvoir mettre dans un environnement contrôlé. On va avoir du mal à avoir suffisamment de personnes, ou alors ça va être beaucoup des études statistiques. Et donc, la majorité des avancées qu'on a sur des études en termes de nutrition et de santé, c'est beaucoup des études statistiques qui peuvent nous donner un résultat probant si on a vraiment une explosion du pourcentage. Et ça a été le cas pour la cigarette avec le cancer du poumon, par exemple, où on a 6000% en plus. Mais par contre, sur beaucoup de choses aujourd'hui, on prend des décisions euh, à, à petits pas, et on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Donc clairement, sur le froid, oui, on manque peut-être d'études, mais on manquera encore d'études peut-être dans 10 ans, et on va avoir du mal à avoir des études très probantes parce que c'est compliqué d'aller isoler tous ces facteurs-là. Et Tu vois, ce ouais. qui est important sur le froid, je pense, c'est vraiment l'adhésion. Mmh. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre assez transversal, c'est la compréhension de ma pratique. Pourquoi je fais du fractionné le dimanche matin, tu vois? Pourquoi je vais faire ma douche froide? Et déjà, de s'intéresser, tu vois, il y a un truc que j'ai vraiment en tête, c'est la, la prise de conscience, elle passe par la connaissance d'abord, puis je prends conscience, puis après je peux adhérer aux actions que je mets en place, tu vois. Et donc, C'est essentiel. tu vois, dans les ateliers que je mène, je vois très bien que si je jette la personne dans le bac de glaçons sans rien lui dire, ça va pas être la même expérience que si je lui détaille tous les bénéfices qu'il va avoir. Mmh. Si je lui détaille, en fait, les phases, les différentes phases que tu vas avoir dans ton exposition. À un moment, tu vas être en alerte parce que ton système nerveux va être complètement en alerte, tu vois. Et donc, le fait de comprendre, du coup, ça change complètement, tu vois. Donc, l'accompagnement, la compréhension de ton exposition au froid, elle peut passer d'une expérience complètement négative, Mmh. traumatisante, à quelque chose de positif, tu vois. Carrément. Et sur ça, c'est un point sur lequel moi aussi j'essaie de transmettre le plus possible de connaissances. Et c'est difficile parfois d'ajuster le niveau de connaissances qu'on va transmettre. Mais quand on explique à une personne pourquoi elle le fait, pourquoi, par exemple, en musculation, c'est important sur la phase excentrique d'être plus lent pour mieux stimuler l'hypertrophie musculaire. Quand on explique ça à une personne, tout de suite, elle prend conscience. Et ça change de, tu retiens un petit peu plus, tu fais un tempo de 2 secondes sur ton excentrique, et sans lui expliquer pourquoi. Et donc, moi aussi, je suis pour expliquer aux personnes pourquoi on fait les choses. Donc, pour revenir sur la partie froid, toi, aujourd'hui, c'est vraiment un des changements majeurs que tu as mis en place ces dernières années. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour pouvoir mettre en place cette exposition de manière régulière, facilement? Ouais, c'est la douche, hein. La douche, c'est le plus facile. Moi, le matin, je prends une douche chaude, en fait. J'ai pas envie de me mettre avec l'eau Mmh. glacée. En ce moment, c'est l'hiver à Paris. L'eau, elle est bien froide. Donc moi, je me réveille avec une douche, tu vois, normale. Mais par contre, je finis toutes mes douches en basculant dans le froid. OK. Et donc, le froid, la philosophie du froid, c'est la reprise de contrôle. Je me mets dans le froid, je suis dans un état d'alerte, mais à chaque fois que je rencontre le froid, c'est juste mon cerveau ancestral qui va se mettre en alerte parce qu'il repère que le froid, ça peut être potentiellement un danger pour ma vie, tu vois. Et donc, il fait tout en sorte pour que je m'en aille de là. Mais l'idée, c'est à travers ton intention mentale, placer, en fait, visualiser, savoir pourquoi tu le fais, tout ça, c'est déjà une façon d'envisager l'expérience. Et puis après, on a la respiration qui va pouvoir permettre de reprendre le contrôle sur ton système nerveux. Donc, je suis en alerte. Et là, je vais essayer de prolonger l'expiration. Et au fur et à mesure, en fait, avec cette technique respiratoire de prolonger l'expiration, je vais pouvoir faire appel à un calme de mon système nerveux, reprendre le contrôle. Et dès que je suis calme sous l'eau froide, pour moi, c'est gagné.
Parce que tu as déjà fait une expérience qui est difficile, tu arrives à reprendre le contrôle. Et donc, tu peux démarrer ta journée, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je démarre toutes mes journées, avec cette douche chaude d'abord, parce qu'il faut se régaler un peu. Et puis après, le froid, comme une discipline, tu vois. J'alerte toutes mes cellules aussi. J'ai l'impression que je mets un coup de froid à toutes mes cellules, et d'un coup, c'est réveillez-vous, quoi. Et donc, tu recommandes plutôt la fin de douche glacée plutôt que le début de douche glacée? C'est quoi Ouais. le plus intéressant? Ouais, après, je te dis, c'est vraiment la personnalisation, hein. Il y en a, ils se mettent dans le froid cash. Moi, je trouve que c'est assez agréable de commencer par une douche. Juste, voilà, on se réveille. Et je finis par contre par un moment de discipline, un moment de travail, que ce soit dans ma tête ou physiquement. Voilà, il y a vraiment cette notion de discipline qui est important, qui est un mot que parfois un peu tabou. Moi, au contraire, je le trouve magnifique, hein, le fait d'être discipliné avec soi-même. Pour moi, c'est une découverte, tu vois. J'étais pas très discipliné il y a quelques temps, tu vois, mais au fur et à mesure, on avance et trouver des routines qui nous font du bien, c'est trouver une forme de discipline et c'est trouver une forme de discipline pour se faire du bien. Donc ça va, en vrai. Carrément. Tu restes combien de temps sous la douche à la fin? Ouais, alors, encore une fois, on peut être vite dans la compétition avec soi-même ou Oui, avec les autres, à Instagram, peu avec tout le près. monde, on a vu. Moi, ça dépend, tu vois. L'hiver dernier, je faisais des bains. Parfois, j'avais le bain à disposition, je faisais juste 1 minute parce que je sentais que j'étais fatigué ou quoi, ou j'avais pas trop envie. Et des fois, je poussais le curseur. Là, la douche, je vais dire 20, 30 secondes. Parfois, je fais 1 minute. Mais en vrai, je vais dire la vérité, j'aime pas la douche froide. Ouais. C'est la petite goutte qui vient me caresser la nuque, je la prends. C'est pas, je préfère le bain qui est plus englobant, qui est plus une expérience voilà, forte. La douche, je la fais parce que là, j'ai plus d'extérieur, donc je peux plus avoir de bain sur Paris. Donc je te dis la vérité. Mais par contre, dès que j'ai l'occasion, tu vois, je descends dans le sud, boum, je vais me baigner. Ok. Je pousse les gens, les sudistes, mes amis, à leur dire, mais tout l'hiver, vous avez de l'eau froide, exceptionnelle. L'eau, elle est turquoise, allez-y, faites-vous du bien. Et je pense Tu m'as que, donné envie d'y aller là ouais, quand faut je y vais aller, rentrer. faut y aller. Et puis, je mets au défi de tous ceux qui s'intéressent au froid, essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe, pourquoi vous le faites. Faites ce bain, soyez progressif. Hein, et là, il y a Instagram, TikTok et tout, on veut faire toujours plus. Faites-le pour vous faire du bien. Et ressortez de ce bain, séchez-vous, et puis observez. Observez. Est-ce qu'il y a un avant-après? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre tête? Ah, si normalement vous suivez le processus, c'est 100%. J'allais dire 1000%, mais je peux la faire ou pas? Trop bien. Moi, il m'est arrivé un truc, c'était dans un lac à moitié gelé. En fait, je vois un bloc de glace et je me dis, tiens, je vais nager, je vais monter dessus. Donc, je vais dans le lac et je commence à avancer. Et j'ai commencé à nager, mais finalement, je me suis rendu compte que le bloc de glace était vraiment loin par rapport au bord. Donc, je restais un petit peu dans le lac gelé. J'ai commencé à retourner vers le bord. Et en fait, il m'est arrivé que petit à petit, j'arrivais plus à bouger les jambes. Et j'ai eu peur de pas réussir à ressortir de ce lac. Et j'ai dû rester peut-être 5 minutes dans l'eau. Elle devait être à 0,5 degrés, enfin, vraiment froide. Comment on fait pour... Attention, mais c'est pas une blague. Le froid, c'est dangereux. On n'est pas là en train de rigoler. Là, on parle de la douche froide, voilà, on peut être progressif. Mais dès qu'on approche des eaux très froides, faisons attention, on est potentiellement en danger pour notre vie, hein. C'est pour Ah, ça que notre corps se carrément. met en alerte, hein. Donc, faut respecter ce froid, faut être progressif dans le temps d'exposition, faut être progressif dans les eaux dans lesquelles on s'aventure. Je pense que c'est vraiment important d'être conscient de, voilà, plus l'eau est froide, moins je vais rester et de pas perdre de vue que on peut pousser ses curseurs, d'avoir un défi envers soi-même, mais cette pratique du froid, elle est là pour se faire du bien. Donc, soyez en sécurité, soyez accompagnés. Euh, Prenez l'exposition au froid, tu vois, toi qui es coach, comme un entraînement. Il y a une notion de volume, il y a une notion d'intensité, il y a une notion de variabilité. Est-ce que je me sens fatigué aujourd'hui? Est-ce que, je sais pas toi, mais quand tu vas au sport et que tu as passé une journée, tu as mal dormi, tu es fatigué et tout, tu vas peut-être pas t'arracher et faire l'entraînement que tu avais prévu. Donc soyez bienveillants avec vous. Vous êtes là pour vous faire du bien. Observez si vous êtes en forme ou fatigué. Observez si l'eau elle est à 0 à 14 degrés. Et voilà, régalez-vous.
Hmm. Carrément, moi j'ai toujours aimé le froid et toujours été. Je me baignais souvent quand j'étais petit en hiver en mer et en montagne, je me baigne toujours dans les lacs et tout. Mais là, c'était. En fait, je suis resté quand même assez longtemps et. Et je sais pas trop, j'avais jamais eu cette sensation-là de vraiment sentir la perte de contrôle de ma motricité. C'était vraiment ça. J'étais bien dans l'eau, c'était froid, mais c'était bien. Mais par contre, je sentais que mes muscles se raidissaient et que je perdais le contrôle musculaire. Et comme j'avais ma copine qui était sur le bord à m'attendre, mais après, il y avait personne à côté de moi. Et je me suis dit, ben, tiens, on peut rester combien de temps dans une eau comme ça? Bon, Wim Hof, j'imagine qu'il peut rester bien 30 minutes, je sais pas. Mais pour quelqu'un qui... Faut faire attention. Faut pas se mettre en danger pour rien. Dans tous les cas, normalement, on le fait dans un bain. Ouais. Que... Mais après, c'est magnifique de le faire dans un milieu naturel, tu vois. Oui, vraiment, c'est beau. C'est très, très beau. Parce qu'on se connecte. Voilà, c'est vraiment une façon de se connecter et de se connecter à la nature dans un endroit exceptionnel, de faire corps avec l'hiver, de faire corps avec soi-même. C'est d'apprécier ce temps, tu vois, ce temps présent, là, ce temps qu'on... J'espère que tu profites de ce moment parce que c'est un moment exceptionnel et il arrivera plus après. Donc, et donc, le froid, c'est ça, c'est aussi toute ce versant de spiritualité, mais faire attention, respecter le froid, on peut vraiment se mettre en danger, donc il faut complètement. faire attention. On est toujours être progressif dans ce qu'on fait, dans les pratiques liées au corps. Donc toi, avec toutes ces expériences-là, c'est quoi ce que tu retiens comme indicateur le plus important de la santé, de la longévité? Donc que ce soit la VO2 max, la variabilité de la fréquence cardiaque ou autre, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu cherches le plus à maîtriser ou à mesurer? Tu parles de métrique, hein. De métrique. Ouais. C'est un sujet qui est super intéressant. Je pense que la VO2 max, la force max, c'est des moyens d'évaluer ton pilier cardiovasculaire ou neuromusculaire qui sont très liés à notre longévité. Moi, ma métrique, c'est le sommeil. Okay. Moi, c'est le sommeil. Je veux que mon sommeil il soit de qualité, qu'il soit régulier. Tu vois, là, je suis sur la Garmin, mais j'ai aussi... La Oura. J'ai pas la Oura, c'est la Ultra Human, ouais. Et donc, du coup, je fais un partenariat avec eux et je suis trop content parce que ça m'amène à un autre écosystème plus tourné sur le sommeil. Et je trouve que... En fait, à chaque fois, t'es la 4e personne qui a une bague connectée, je pense comme ça, cette semaine que je rencontre. À chaque fois, je demande si c'est une Ultra, parce que moi, j'ai une Ultra à la maison. Et à chaque fois, c'est la Oura. Et là, je te demande d'épiter. Je me dis encore une Oura. Et en fait, non, c'est la Ultra. Et ouais. Donc, Ultra Human, qui pour moi est le meilleur des deux mondes, entre une montre connectée et la Oura, qui est très chère, avec un abonnement mensuel. J'avais pas envie de partir sur ça non plus. Et... tout ça pour dire que le sommeil, ma qualité de sommeil, c'est vraiment quelque chose où j'ai l'impression de me faire du bien, tu vois. D'être régulier, encore une fois, la règle du 80-20, la règle de la personnalisation, chacun est différent, tu vois. Mais 80-90%, si je te montre mon sommeil, il est régulier, là, il est parfait. Et tu mesures quoi sur ton sommeil? Tu mesures ton temps de sommeil? Il est propre, tu vois. T'es toujours à 100. Je suis toujours entre 80 et 100, tu vois. Ouais. Donc là, c'est sur la Garmin, mais l'idée, c'est d'être régulier. Je pense que d'avoir une bonne base de sommeil, c'est en tout cas, moi, me permettre d'être en énergie la journée. Carrément. Et de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir profiter de l'interaction qu'on a tous les deux. Et si j'avais vraiment un gros problème avant, c'était le matin. J'ai toujours galéré le matin, j'étais jamais content de me lever, toujours fatigué, et tu vois, ça c'est vraiment une grande victoire pour moi. C'est à travers la compréhension de mon sommeil, d'être vraiment très personnel sur mes routines, j'ai repris le dessus. Et je vais pas te dire de suite dès le matin, mais en tout cas j'ai envie déjà de commencer la journée, je me sens en forme dès le matin, et ça c'est déjà une victoire incroyable, tu vois. Carrément. Avoir de l'énergie, c'est le bien le plus précieux, j'ai envie de dire. Et quand on n'a pas d'énergie, il faut réagir très vite, tout de suite. Et on a fait hier, j'ai tourné un podcast sommeil, donc qui sortira certainement. Donc au passage, pour tous ceux qui nous écoutent, pensez à vous abonner, à regarder tous les autres épisodes, parce que sommeil, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et maintenant, un autre sujet qui est aussi important, c'est l'organisation de son quotidien, de son mode de vie. Donc toi, tu as pas mal d'activités aujourd'hui, entre le podcast 1000%, tes consultations en tant que kiné, et maintenant la partie coaching que tu fais donc pour tes clients. Comment est-ce que tu t'organises sur la semaine? Et donc là, je fais de la place, en fait, hein.
Tu vois, c'est comme les comportements négatifs dans notre mode de vie. En fait, là, j'ai pris conscience que je veux changer de vie. En fait, on en a parlé. Moi, j'ai envie d'avoir une vie hybride, d'être plus libre, même si j'ai un métier magnifique, la kiné, la prépa physique, qui m'ont permis de m'épanouir pendant 10 ans. Je sens que j'ai envie d'accompagner les gens dans leur mode de vie, vraiment analyser, de personnaliser leur mode de vie, d'être un point d'appui sur leur prise de conscience, tu vois. Des gens qui, d'un coup, mangent à la vapeur, leur expliquer pourquoi ils font ça, alors qu'on n'a pas tous envie, et les questionnements qu'on peut rencontrer quand on change nos habitudes. Ça, c'est exceptionnel. Et donc, ces bilans de micronutrition qui, pour moi, c'est l'autre pilier. Tu vois, on parle souvent des 3 piliers, mais la micronutrition, j'insiste sur le fait que ça nous permet de voir le miroir interne de notre santé, de vraiment comprendre des carences. Par exemple, moi, j'ai modifié mon mode de vie, j'ai fait des analyses et j'ai vu que j'avais un terrain de prédiabète, une inflammation. Je refais mes analyses, je m'incline. C'est juste mes comportements de santé, ma complémentation qui est précise et personnalisée vient complètement bousculer ça. Plus de terrain inflammatoire, plus de prédiabète, parce qu'il y a une compréhension, tu vois. Et donc, pour revenir sur ta question, je suis désolé, je pars à fond sur le coaching du mode de vie parce que ça me passionne, tu vois, et je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est maintenant, j'ai diminué la kiné, je commence à laisser de la place pour le podcast, pour sortir des vidéos sur les réseaux et aussi les accompagnements. Parce qu'il faut du temps, tu vois, la question du temps, tu dois le voir dans tes coachings, c'est transversal. Tout le monde, personne n'a de temps, on est toujours en train de courir. Et donc, pour revenir sur les éléments négatifs qui peuvent prendre du temps et qui peuvent impacter notre santé négativement, c'est aussi remplacer un comportement négatif. Ça libère du temps et ça nous permet de passer plus de temps à cuisiner, passer plus de temps à faire notre sport ou à prendre soin de soi. Carrément. Et comment est-ce que tu as réussi à redéfinir ton objectif pour réaligner progressivement ton mode de vie vers ce que tu souhaites pour ton futur? Et ouais, en fait, on n'a pas le choix. Enfin, tu vois, si on Beaucoup veut... le font pas. C'est pour ça que je te pose la question. Beaucoup de personnes se sentent enfermées dans un métier, dans un Ouais, cadre de vie qui leur correspond pas. Et toi, justement, tu t'es rendu compte que la kiné, ça te plaît, mais c'est pas, tu veux pas te consacrer qu'à ça sur ton futur. Et tu as réussi à changer ton objectif pour les prochaines années pour te réaligner progressivement. Comment est-ce que c'est tu l'as pas fait? fini, hein, le chemin est long, hein, les amis, hein. Le Ah, chemin s'arrête jamais. le chemin, et ouais, moi j'adore le chemin en plus. Donc je pense que je vais, tu vois, là je fais ça et peut-être je vais encore explorer autre chose, on verra. Mais tout ça pour dire que il n'y a pas d'évolution sans changement. Ça, c'est un truc que je comprends au fur et à mesure de la vie, tu vois. Et en fait, il n'y a aucun changement qui est facile. Mais par contre, c'est toujours épanouissant derrière. Et comment il y a un concept que j'adore, c'est la zone de génie. C'est vraiment se poser des questions sur quelle est ma zone de génie? Quelles sont mes zones de génie? J'en ai pas 48, hein, mais j'en ai peut-être 3, 4. Mais c'est vraiment la compréhension de soi-même, de qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, où est-ce que je suis vraiment fort et comment je définis ma zone de génie de ma zone d'excellence, de ma zone de compétence et de ma zone d'incompétence, tu vois, on pourrait le définir comme ça. Et en fait, j'ai compris que ma zone de génie, à un moment, c'était la kiné, tu vois. Et maintenant, c'est peut-être de la zone d'excellence, tu vois. C'est pas se jeter des fleurs, hein, c'est juste une façon de définir, tu vois. Mais ma zone de génie, elle est peut-être sur la longévité, tu vois. Elle est peut-être sur le mode de vie. Elle est peut-être sur ma façon de partager ce message, tu vois. Ou sur d'autres facettes, tu vois. Mais d'essayer de faire le point sur quelles sont mes vraies qualités et comment je fais pour associer ces 2, 3, 4 zones de génie qui me permettent d'être là à la bonne place, au bon moment, à cet instant-là. Parce que peut-être que dans 5 ans, ça sera différent, tu vois. Mais ça, c'est vraiment un concept qui m'a beaucoup marqué. Trouver ces zones de génie, les définir des zones d'excellence, de compétences. Tu vois, par exemple, une zone de compétence, c'est que je fais des formations en thérapie manuelle, en ostéo. Je suis compétent. Je suis pas excellent. Et c'est pas ma zone de génie, tu vois. Et ça, j'ai eu du mal à le comprendre parce que pendant un moment, je me suis accroché à ça. Et donc voilà, c'est juste pour donner un exemple. Et on a tous notre histoire, mais de faire le point sur qu'est-ce qui m'anime, tu vois. Quelle est la différence entre ma zone de génie et ma zone d'excellence? C'est l'énergie que ça me donne.
je fais quelque chose, mais je suis là, on pourrait en parler pendant 60 heures. Et je serais comme ça, tu vois. Mais par contre, si je suis kiné, 60 heures, je vais être un peu fatigué. Donc, c'est ça qui définit la zone d'excellence de génie. C'est vraiment, il y en a une qui est énergivore et l'autre, au contraire, qui va te booster, qui va venir t'animer, tu vois. J'ajouterais à ça, j'aime aussi bien ce concept de zone de génie, et j'ajouterais qu'il y a aussi beaucoup le mode d'activité. Enfin, quel type d'activité c'est? Par exemple, dans une entreprise, il y a la partie management, la partie administrative. Et moi, dans ce que je fais, ma zone de génie, c'est la partie transmission. Mes transmissions de nouvelles choses. J'aime pas répéter. Faire toujours les mêmes vidéos, répéter les mêmes choses, ça me plaît pas. Par contre, transmettre des choses nouvelles et apprendre ou faire des podcasts comme ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et je suis dans ma zone de génie. Sur la partie coaching, comme c'est un petit peu toujours la même transmission que d'un coaché à l'autre, je vais répéter, ça me plaît moins. Donc, je structure mon management. Et ça, c'est pas non plus ma zone de génie parce que le management, il y a des points qui m'embêtent un petit peu. Mais ça va être une zone d'excellence. Et j'aime bien le définir aussi comme ça parce que c'est en soi, on peut transmettre sur plein de sujets différents. Je vais autant aimer transmettre sur de la géopolitique que sur l'armée ou sur de la nutrition, du sport. Pourtant, c'est des domaines qui n'ont rien à voir. Mais pour moi, c'est la même activité, c'est le fait de transmettre. Et je le vois un petit peu comme ça, dans un autre découpage de ce que tu as présenté, avec quel est le mode d'activité, j'ai envie de dire. Eh ben, c'est très beau, je t'encourage. Hein. Let's go. Très belle zone de génie. Et transmettre, c'est magnifique, tu vois. Enfin, c'est vraiment apprendre. Moi, peut-être ma zone de génie serait apprendre, tu vois. Un truc que j'adore, c'est ça, tu vois, d'être curieux. Voilà, poussons les auditeurs, tous ceux qui regardent cette vidéo. Peut-être un hack de longévité, et on le sous-estime, c'est soyez curieux. Intellectuellement, stimulez-vous, apprenez des langues, lisez des livres, essayez de comprendre des trucs, regardez ce podcast, regardez-le en 1,5 et arrêtez-vous quand ça vous intéresse. Mais non, mais sans déconner, c'est, tu vois, le fait de vraiment se stimuler intellectuellement. Tu vois, j'ai une maison de retraite là actuellement où il y a beaucoup de centenaires. Elles ont pas une hypertrophie, elles ont pas un sommeil parfait, mais par contre, intellectuellement, c'est très éveillé. Et donc, ouais, la richesse intellectuelle, l'apprentissage, la transmission, enfin voilà, c'est des choses qui sont importantes. Carrément, complètement. Eh ben, on arrive sur la fin de ce podcast. Vincent, est-ce que tu as un dernier élément à nous transmettre, un point important? Et juste au passage, pendant que tu réfléchis à ce que tu veux nous transmettre, tu as parlé plusieurs fois d'un livre donc de Peter Attia, Outlive. C'est un livre qui a déjà été cité dans le podcast. Donc, si vous nous écoutez et que vous nous regardez, allez voir ce livre. On ne peut que vous le recommander. Je le mettrai dans la description. Et au passage, mettez-nous bien 5 étoiles. Abonnez-vous. Donc, pour terminer... C'est vrai, lâchez vos 5 étoiles. Régalez-nous. C'est super important, hein, parce que moi aussi j'ai le podcast 1000% et c'est comme ça que vous allez nous soutenir et ça nous donne une force d'exposition, c'est magnifique. Le conseil, c'est vraiment l'exploration. Je pense que c'est l'exploration de qui on est à travers notre mode de vie, de notre bien-être. C'est essayer de faire des essais. Peut-être vous allez faire des erreurs, mais c'est notre aussi façon d'avancer. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous connaître et plus vous allez vous enrichir de vraiment qu'est-ce qui marche chez moi. Tu vois, ce qui marche chez toi, c'est pas du tout la même chose. Et puis, parfois, il y a une variabilité. Il y a des choses qui ont fonctionné chez moi il y a 5 ans et qui fonctionnent plus du tout. Et donc, on pense qu'on est la même personne, mais on va sortir de ce podcast et on sera pas les mêmes personnes, tu vois. Et donc, voilà, soyez indulgents, soyez bienveillants et poussez-vous à vous explorer, à essayer de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous faites du bien. Et puis voilà, apprenez à vous aimer aussi. C'est une belle façon de s'aimer. Et une très belle façon de terminer. Merci Vincent. Vous pouvez retrouver Vincent donc, sur le podcast 1000% qui sera en description. Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants après, sur les réseaux, Vincent Pacton, on pourra me trouver. Très Instagram, bien. LinkedIn. Vous l'aurez en description. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à vous abonner, à le partager, nous envoyer des commentaires et soutenir l'épisode. Plus vous partagez, plus vous nous soutenez, plus ça nous aide à faire plus d'épisodes qui peuvent vous aider. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Force! Salut!